quelques mots, qui était René de Maison? Alors René de Maison, c'est un des grands aventuriers français, un des plus grands aventuriers français, qui a connu son heure de gloire dans les années 60-70 où il était pour la montagne l'équivalent à la mer d'un Tabarly, d'un Colas. Et durant ces années 60-70, il a beaucoup fait parler de lui, c'est l'époque de ses plus grands exploits, et aussi des grands drames qu'il a vécus et où il a été également un des acteurs. Oui, alors là, tu signes la première grande biographie exhaustive sur René de Maison. On a l'impression, quand on lit ce livre, de lire un vrai roman d'aventure, avec des dialogues, c'est très captivant. Est-ce que c'est la vérité? Comment tu t'y es pris pour donner ce ton et créer des personnages aussi vrais? Déjà, le personnage de Maison en lui-même, c'est un personnage éminemment romanesque. C'est plus qu'un alpiniste, son action va déborder du simple cadre de la montagne, il va avoir accès aux grands médias, il va médiatiser la montagne comme personne l'avait fait avant lui, il va connaître aussi une vie sentimentale aussi tumultueuse, c'est quelqu'un qui est très à l'aise en altitude, là-haut c'est son univers, la montagne, mais qui dans le monde des hommes est plus maladroit, très instinctif, et donc je dirais que sa vie en bas va avoir des répercussions sur sa vie en haut et vice-versa. Et tout son parcours, son itinéraire, avec ce côté direct, comme le dit le titre, son tempérament, va tramer une vie, donc une histoire, avec de multiples rebondissements, et durant laquelle De Maison va vraiment exprimer une très très forte personnalité. C'est pour ça que j'ai choisi le ton du roman, parce que de sa naissance à sa mort, il y a vraiment toute une trajectoire intéressante avec des personnages récurrents, des amis, des ennemis, et puis des grands faits marquants qui vont être deux grands secours. Le premier secours, celui des Drus, où il va être secouriste un peu opportuniste, je le dis dans le livre, mais il va atteindre en quelque sorte l'apogée de sa carrière, et aussi connaître vraiment un très lourd point de crispation avec Chamonix et avec les guides. Et puis alors il y a ce deuxième secours des Grandes Jorasses en 1971 dans la face nord, où il va être pris au piège durant 15 jours avec son compagnon Serge Gousseau, où là il est secouru, victime, et c'est le grand fait divers qui va réellement le faire connaître au grand public, je dirais dans la France entière, pas seulement auprès d'un public de passionnés d'aventure, de montagne. Voilà. Alors justement, après les Grandes Jorasses, on a un peu le sentiment, et tu le dis d'ailleurs, que le personnage est écartelé entre deux images. Il est un paria pour les Chamonniards, et puis un héros pour les Français. Alors, ce drame des Grandes Jorasses, on va dire que c'est un petit peu, je dirais, l'épine dorsale du livre. C'est un petit peu la trame, qui revient un chapitre sur deux, parce que c'est, on va dire, la grande affaire qui a marqué sa vie. C'est vrai que ce livre, je l'ai voulu en fait une recherche de l'homme de maison, et je considère que pour trouver l'humanité dans un grand personnage, il faut aller chercher ses faiblesses, et la grande cicatrice de Maison, elle se situe là, dans ce drame des Grandes Jorasses, où pour une fois, lui, le grand alpiniste qui a surmonté toutes les tempêtes, qui est sorti en seul de toutes les polémiques, et bien là se retrouve presque vulnérable. Il est secouru in extremis, et en même temps son compagnon, le jeune Serge Gousseau, qui l'avait emmené avec lui, bien lui est mort depuis plusieurs jours. Alors là, c'est vraiment la cicatrice de Maison, qui suite à cette affaire va se sentir froissé dans son orgueil, et va en quelque sorte accuser les secours, et les secours qui à l'époque sont menés par les guides de Chamonix, et le maire de Chamonix de l'époque, autre grande figure de la montagne, Maurice Herzog, d'avoir retardé retardé l'échéance, et de ne pas être venu le secourir à temps, et donc d'être les responsables de la mort de Serge Gousseau, car lui-même dans le même temps est accusé d'avoir pas alerté le secours à temps, et d'être un petit peu responsable aussi de la mort de Gousseau. Donc ce fait divers va se poursuivre encore après le secours, va laisser des traces indélébiles. De Maison va lui-même écrire un grand best-seller, 342 heures dans les Grandes Jorasses, où il écrit ce qu'il a vécu, ces 15 jours
effroyable par moins de 30 degrés dans cette face nord en plein hiver, où peu à peu, avec Gousseau, ils vont atteindre le point de non-retour, et où lui-même, de Maisons embarqué, veut sortir. Il veut sortir des Grandes Jorasses seul, parce que il sait qu'en bas, l'opinion publique et la vallée de Chamonix ne va pas le louper. Et donc, ce que j'explique, c'est comment ce drame va se tramer dans cette face nord des Grandes Jorasses, comment peu à peu, de Maisons, au début, va hésiter à appeler les secours, et puis il va repousser l'échéance le plus loin possible, parce qu'il est persuadé qu'il peut réussir à sortir avec Gousseau, mais seulement Gousseau, lui, n'est pas aussi fort que de Maisons. De Maisons est quelqu'un d'hors norme, qui a peut-être pas conscience de sa force et de sa résistance physique. Gousseau est jeune, ils ont jamais grimpé ensemble auparavant, et pour de Maisons, on va se poser un vrai dilemme, et d'où cette incompréhension, c'est-à-dire que lui va hésiter à appeler les secours. Les secours vont se dire, de Maisons nous a toujours habitués à sortir d'une paroi, et il l'a même écrit lui des années auparavant dans un grand article sur sa façon de voir la montagne, que quand on s'engageait dans une grande hivernale, on pouvait compter que sur soi-même. Et donc va se tisser une espèce de drame avec un contexte, un contentieux. Qui est responsable de la mort de Serge Gousseau, le compagnon de Maisons? Est-ce de Maisons qui a tardé à appeler les secours, ou est-ce que c'est les secours qui eux-mêmes, vu le contentieux qui les animait à l'égard de Maisons, vont tarder à intervenir pour lui faire payer le lourd contentieux qu'ils avaient? Dans le livre, j'explique que c'est pas aussi simple que ça, et que finalement, de Maisons restera maître de son destin, que plusieurs signes durant cette ascension aurait pu l'engager à alerter les secours avant, et qu'au final, fier comme il était, il tardera à alerter les secours, et finalement il ne va pas voir que Gousseau ne pourra pas résister à cette épreuve. Alors on découvre beaucoup de choses dans ce livre sur l'alpinisme des années 60-70. On découvre que c'est un monde très très dur, que les alpinistes sont un peu comme des cow-boys qui sont lancés dans une course aux premières, qui sont prêts à tout, course aux médias, course aux premières pour... c'est pas du tout le monde de la montagne, des sentiments purs et des Edelweiss. Là, on est dans... Alors, on est une époque un peu charnière dans l'histoire de la montagne, c'est qu'il reste encore des champs à explorer, mais ils sont plus aussi vastes qu'auparavant. Là, la conquête, on est plutôt dans la difficulté et la performance sportive, c'est-à-dire que de Maisons en est un peu l'initiateur. La mode et la grande tendance, c'est de gravir les parois les plus difficiles, et en hiver. C'est ce que de Maisons va appeler le grand alpinisme, faire de la montagne en hiver, par conditions difficiles, et par les itinéraires les plus directs. Donc on est vraiment dans cette période où une rivalité s'installe entre ces alpinistes qui deviennent des athlètes, qui de Maisons lui-même s'entraîne comme un athlète de haut niveau. Il a introduit la musculation, il a une alimentation un peu particulière, même s'il reste bon vivant, et puis il reste une force de la nature. C'est aussi pour ça qu'il sera, à mon sens, le meilleur dans ces années-là, et une réelle rivalité. Les alpinistes s'épient, s'observent, il y a une concurrence, il y a des rapports parfois ambigus avec les journalistes, parce que chaque alpiniste à l'époque et de Maisons sera à la pointe dans ce registre, va vendre son exploit, parce que de Maisons veut être ce qu'il appelait un professionnel de la montagne, c'est-à-dire vivre exclusivement de la montagne. Il se dit à cette époque, quand un Tabarly arrive à vivre de la mer, pourquoi lui, le meilleur alpiniste du moment, n'arriverait pas à vivre de son métier de la montagne, et pas simplement en tant que guide, qui est un métier saisonnier. Donc il commence, on va dire, un petit peu motivé et puis poussé par sa femme Simone, sa deuxième femme, qui vient du cinéma, qui vient du théâtre, qui est une artiste. Il va se mettre en lumière. Donc il va commencer par mettre en lumière ses exploits, les médiatiser, vendre des exclusivités, prendre des photos, commencer à faire des images, des films, donc des conférences. Et il va arriver à vivre exclusivement de la montagne, et il va être un des premiers à parler de cet argent qui fait de la montagne sans tabou, sans complexe, ce qui à l'époque n'est pas évident, et va le mettre un petit peu en marge de certains, et va lui attirer jalousie
Et puis Rancœur, notamment à Chamonix, où Chamonix, c'est quand même la plaque tournante de la montagne, où il a décidé de s'installer.